je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui devant vous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour le 7e Forum de l'Europe et c'est à Paris qu'il se tient. Louis Veuillot écrivait en 1866 que Paris est une inondation qui a submergé la civilisation française et l'emporte tout entière en débris. Il semble que ce jugement, s'il était valable au XIXe siècle, le soit encore davantage aujourd'hui. Aussi est-ce bien à propos que notre forum se tient aujourd'hui à Paris, puisque nous avons à réfléchir à rebâtir l'Europe des nations au milieu des ruines. Paris n'est pas la seule cité qui soit tombée en disgrâce, mais elle illustre bien dans quel état se trouve chacune de nos nations d'Europe. Il serait bien ardu de dresser la liste exhaustive des maux qui accablent chacune de nos nations et de ceux qui ont causé leur ruine. La dégénérescence des mœurs, l'abdication du principe d'autorité, le dérèglement des hiérarchies, l'absolutisation de l'individualisme, le mépris des lois naturelles, le matérialisme, les invasions étrangères, l'oubli du sens de la vie ont gangréné toutes les couches sociales, tous les éléments de la nation. Le principe de la race, qui est un élément fondateur de la nation, est bafoué puisque l'on encourage le métissage, la contraception et l'avortement, et que les gouvernements pratiquent des politiques mortifères qui sont non seulement contraires à la vie, à la famille, à la santé biologique du peuple, mais qui visent en plus leur destruction. Livré à l'individualisme, le peuple ne peut plus être. L'individu est seul contre tous. Il est en guerre perpétuelle avec les siens, patron contre ouvrier, homme contre femme, génération contre génération. L'individu n'a pas d'amis, pas de voisins, pas d'ancêtres. Son monde est virtuel, il n'a pas de village, pas de paroisse, pas de famille, pas de consistance et pas de race. Sa vie ne brûle plus au feu de son peuple, elle ne monte plus en flamme ardente vers la voûte céleste. Non, son existence est semblable à quelques fumées sur un tas de cendres que le vent aura bientôt dispersé pour toujours. Le territoire est lui aussi violé, nos frontières sont tombées, circulent alors les étrangers, les flots de biens venus d'ailleurs, qui forcent nos pays à entrer dans un marché mondial, à laisser des enseignes étrangères prendre racine sur nos terres et à les infester de leurs idéologies matérialistes et hédonistes. Notre langue est défigurée par les étrangers, par les gouvernements qui nivellent le niveau scolaire vers le bas, et c'est partout l'argot et la misère des banlieues qui remplacent la tenue de la langue classique. Cette déperdition de la langue est loin d'être le moindre des maux qui nous accable, car la langue, c'est l'expression des idées d'un peuple. Quand un peuple oublie sa langue, c'est qu'il oublie sa pensée. Et il oublie alors tout l'héritage que ses ancêtres lui ont amassé siècle après siècle. C'est ensuite à nos cultures et à nos religions qu'il est fait affront. On déboulonne nos statues, on profane nos églises, on érige des bâtiments d'une laideur déconcertante et on laisse décrépir le patrimoine quand on ne s'en sert pas à des fins purement mercantiles. Et les vieux monuments, qui restent encore debout, demeurent silencieux, car ils ne reconnaissent pas ce qu'on a mis autour d'eux, et ce qui se trouve autour d'eux les ignore et les méprise. On érige de nouveaux dogmes au nom d'un pseudo-scientisme, et la religion de l'étranger n'est plus non seulement tolérée, elle s'impose jusque dans nos rues, jusque devant nos portes. Les maisons deviennent des cases où s'entasse un peuple sans nom et sans visage, sans racines et sans pensée, et les tombeaux eux-mêmes ressemblent à des cubes empilés, emprisonnant des hommes privés du repos en terre sous la croix qui les élève au ciel. C'est enfin à la forme d'État-nation qu'il est porté atteinte, puisqu'on préfère réduire nos nations à des régions fédérées à une Union européenne qui les étouffe et qui cherche à se muer en État. C'est ainsi que notre communauté de destin dans l'universel est mise en grand danger. Dans ce nouveau monde, quel peut bien être l'avenir de nos peuples, l'avenir de nos nations? Quel dessein peut-on encore espérer? La situation est en effet déplorable, et au milieu des ruines, forte pourrait être la tentation d'abandonner le champ de bataille et de se replier sur soi. Ce repli sur soi peut prendre différentes formes. La première est le repli sur soi à l'échelle individuelle. Une autre forme est le repli sur soi à l'échelle locale ou disons communautaire. D'abord, le repli sur soi à l'échelle individuelle, c'est ce qu'on retrouve dans les mouvances survivalistes qui ne s'intéressent qu'à l'autarcie individuelle qui se coupe du reste de la société. En adhérant à ce type d'idée, l'individu va se désengager totalement du combat politique, se replier sur lui-même dans une optique de survie individuelle. On a ensuite, ce qui est assez fréquent en pratique, le repli sur soi à une échelle plus vaste que l'individu qui est la communauté locale ou le groupe local. L'individu ne se replie pas alors sur lui-même tout seul, il va chercher, grâce à sa nature d'être social, à adhérer à un groupe, ce qui est déjà une bonne chose. Et l'adhésion à un groupe, oui, c'est une excellente chose, parce que récupérer de l'autonomie à un niveau individuel et à un niveau
communautaire, local, c'est nécessaire, c'est bénéfique et c'est très opportun vu l'individualisme qui règne actuellement. Ces communautés peuvent en outre servir de terreau pour former une élite et des minorités révolutionnaires avec une forte cohésion. Cependant, on ne peut pas admettre l'idée que cette démarche est suffisante. Le combat essentiel est et demeure le combat politique, et c'est bien vers celui-ci que doivent converger nos efforts. À partir du moment où le groupe local se replie sur lui-même et se désengage du combat politique à l'échelle nationale, il ne participe plus, ou du moins il n'est plus acteur du combat nationaliste politique qui permettra de redresser la nation. Il est donc important de rappeler la nécessité de l'engagement de l'individu au niveau national dans un mouvement politique. Mais il est nécessaire pour un redressement national d'unir tous les faisceaux de la nation, d'unir les forces vives de la nation. Et cela ne sera possible que si les faisceaux consentent à cette union qui se fait notamment par l'adhésion pleine et entière au mouvement national. Comment se réclamer, en effet, du fascisme si on ne participe pas de cette union? C'est grotesque. Cet individualisme moderne peut se transposer à un autre niveau, au niveau national. Et c'est alors non plus l'individualisme de la personne, mais l'individualisme d'un peuple. De telles idées sont incompatibles avec la doctrine nationaliste pour une raison simple, à savoir que nos nations sont européennes. Et si elles sont effectivement des unités entières, complètes, avec une certaine autonomie, elles s'inscrivent chacune dans un cadre plus large qui est le cadre européen, le cadre civilisationnel européen. La nation française est une nation européenne. C'est même, à vrai dire, un des critères qui la définit. Et il en est de même pour toutes les nations européennes. Admettons que l'on ne souhaite agir et réfléchir que dans un cadre national, il faut cependant intégrer l'idée, ou plutôt le fait, car c'est un fait et non une idée, que notre nation est européenne. Autrement dit, on est forcé, si on veut réfléchir dans le cadre de notre nation de manière pleine et entière, d'intégrer l'idée que notre nation est européenne et fait partie d'un ensemble qui la dépasse. Cela ne doit pas cependant conduire à un excès inverse qui serait celui d'une action et d'une réflexion à l'échelle européenne négligente du cadre national. Autrement dit, il ne faut pas se complaire dans la volonté de créer une sorte d'internationale européenne ou de grand mouvement qui serait transnational et qui finalement chercherait à fondre toutes les nations en une seule, car cela ne tiendrait pas compte de la réalité, à savoir l'existence de nations différentes les unes des autres. Il est donc nécessaire d'agir dans le cadre de nos nations respectives, tout en prenant en considération le fait que nos nations appartiennent à l'Europe, une Europe des nations plus précisément. Il faut de ce fait bannir le chauvinisme et le nationalitarisme, qui refusent de prendre en compte la dimension européenne des nations et qui refusent de définir la nation selon la réalité et en construisent une définition artificielle. C'est une posture très grave philosophiquement, parce qu'on ne va plus définir dès lors la nation par rapport à la réalité, mais par rapport à des idées subjectives. Et si on se met à rejeter telle réalité qui constitue la nation française, pourquoi ne pas rejeter ensuite telle autre qui nous gêne? Si on nie que la nation française est européenne, pourquoi ne pas non plus nier que la nation française est un pays de race blanche? On le voit donc, le nationalitarisme renvoie finalement à l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'idée que l'humain peut définir ce qui constitue sa nation avec sa propre subjectivité. On bascule finalement dans un véritable relativisme qui est d'ailleurs au fondement même du mondialisme, parce qu'il enjoint à penser que l'on peut mépriser les réalités qui sont, et qu'à force d'affirmer des grandes idées qui paraissent théoriquement séduisantes, l'homme va pouvoir faire fi de ces réalités historiques, biologiques, naturelles. On pourrait même aller jusqu'à dire que l'État mondialiste n'est que la réalisation finale dans une forme politique de cette prétention que l'on retrouve dans le nationalitarisme de l'homme à se créer en refusant de prendre ses caractéristiques réelles en considération et en ne se basant que sur sa propre subjectivité. Il est donc nécessaire de bannir le petit nationalisme étriqué, étroit, qui n'est en fait absolument pas un nationalisme authentique, mais tout au plus un nationalitarisme qui refuserait de considérer son appartenance à une unité européenne plus large. Ainsi que l'écrivait José Antonio Primo de Rivera, nous ne pouvons être nationalistes à la manière étroite et misérable de ces petits nationalismes qui représentent un retour à la préhistoire. Ce qui signifie que nos nations doivent prendre en considération leur propre dimension de nation européenne et par conséquent, il est nécessaire de s'intéresser au bien commun de l'Europe, qui va rejaillir sur nos nations respectives, sachant que plus un bien est commun, plus il est bon et plus il est désirable de l'obtenir.
Nous étions hier contre le communisme, avec les pays agressés par le marxisme, avec l'Indochine par exemple. Mais nous n'avons jamais été aveuglés par cette attitude et nous avons toujours combattu l'impérialisme yankee. Et si aujourd'hui nous luttons avec toujours plus de véhémence pour la chute du monde yankee, nous ne sommes pas aveugles. Ainsi, notre volonté de voir émerger un monde multipolaire ne nous fait pas oublier la grandeur de l'Europe, l'Europe des nations et de sa vocation naturelle à la domination du monde. Depuis que l'Europe des nations est en déperdition, c'est le monde entier qui court à sa perte, tandis que tous les peuples du monde ont toujours bénéficié de la santé de l'Europe qui rejaillissait sur la terre entière. Quelle doit donc être, à nous, militants nationalistes, notre attitude spirituelle? Nous devons faire preuve de patience. Nos nations sont en ruine et les pierres gisent partout en nombre autour de nous. Reconstruire implique de remettre en place chacune de ces pierres qui fut désintégrée à sa place. C'est un travail titanesque et long. Nous devons donc être patients, sans précipitation ni découragement. Nous devons aussi être précis et rigoureux. Chaque pierre a une place bien précise. Nous devons reconstruire solidement, durablement, avec précision, pour que notre édifice tienne longtemps après nous. Nous devons rester impassibles aussi aux gens du siècle. Ces gens-là ne voient pas plus loin que leur propre vie quand encore ils se soucient de leur mort, ce qui est bien rare. Ces gens-là ne cherchent pas à laisser une seule trace d'eux-mêmes, à transmettre quoi que ce soit. Quand ils mourront, ils tomberont en cendres et personne ne se rappellera d'eux. Il n'y aura pas un seul monument debout pour rappeler qu'ils sont passés. Nous, au contraire, nous nous soucions de transmettre quelque chose à nos enfants, de marquer notre passage et de rendre meilleure la maison que nous avons reçue de nos pères. Nous, nationalistes, nous nous soucions de reconstruire ce qui nous appartient. Et si nos noms sont ensevelis avec nous, si on oublie nos visages et notre histoire, il restera au moins ce que nous aurons accompli pour ceux qui viendront après nous. Et sans connaître nos noms, peut-être, ils pourront continuer l'œuvre et reprendre la tradition, le flambeau que nous aurons gardé allumé pour éclairer nos fils. Les gens du siècle peuvent se moquer de nous. C'est vrai que nous avons quelque chose, peut-être, de ridicule, à vouloir remettre avec grand soin toutes ces pierres, alors qu'elles sont des milliers à jaillir partout autour de nous, dans le désordre le plus complet. Il est vrai que notre précision, notre travail lent, discipliné, rigoureux, minutieux, répétitif, peut sembler absurde et vain. Mais nous ne devons pas nous laisser troubler par ces moqueries, les mots qui cherchent à nous affaiblir, à nous railler. Notre foi et notre idéal doivent nous suffire à avoir confiance en ce que nous faisons. Nous devons honorer notre engagement au service du combat national, et cela sans jamais faillir. Je vous remercie.